Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette séquence de cours intitulée Représentation des signaux en fonction des signaux élémentaires. Comme vous le savez déjà, mon nom est Soutinho Kofi Patrick, je suis docteur ingénieur en génie informatique et télécommunications et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin. En guise de motivation par rapport à cette séquence de cours, notre objectif principal, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons traiter des signaux numériques. Juste pour information, sachez que nous savons traiter les signaux élémentaires. On en a parlé au cours de la séquence passée. Il s'agit du Dirac, de l'échelon, de la rampe, etc. Nous allons donc, au cours de cette séquence, apprendre à écrire n'importe quel signal en fonction des signaux élémentaires. Du moment où nous savons traiter les signaux élémentaires, cela voudra dire quoi? Nous saurons désormais traiter n'importe quel signal, puisque n'importe quel signal sera représenté en fonction des signaux élémentaires. Donc, allons-y donc pour la représentation de n'importe quel signal en fonction des signaux élémentaires. Le premier signal élémentaire en fonction duquel nous allons écrire nos signaux sera quoi? Le Dirac. Pour rappel, le Dirac vaut quoi? Le Dirac vaut 1 lorsque n vaut 0 et 0 sinon. Et sa représentation graphique est ici. Lorsque n égale à 0, le Dirac vaut 1 et pour toutes les valeurs de n, ça vaut 0. Alors, l'information que je m'en vais vous donner est la suivante. Lorsque je prends n'importe quel signal, chaque échantillon sera représenté par un Dirac. Un Dirac amplifié de A retardé de K. Ça veut dire quoi? Chaque échantillon de ce signal, on va voir l'amplitude de cet échantillon-là. Et l'amplitude de cet échantillon sera représentée par A. Donc, si un échantillon a pour amplitude 1,5, A sera égal à 1,5. Maintenant, la position de l'échantillon. Si l'échantillon est à n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, la position de l'échantillon va déterminer notre K. Donc, voilà un peu comment on modélise un signal en fonction du Dirac. Autant d'échantillons, autant de A de Dirac de n-k j'aurai à écrire et à sommer. Un petit NB pour vous, c'est que lorsque je suis en train de modéliser, je ne peux modéliser que des signaux ayant un nombre fini d'échantillons en me basant sur le Dirac. Quand je prends un signal infini, je ne pourrai pas le modéliser sous forme de Dirac parce que je ne peux pas écrire un nombre infini de sommation de Dirac. Passons à un exemple. Voilà le modèle qu'on doit utiliser et je regarde un peu ce x de n qui se trouve au niveau de mon écran. Au niveau de ce x de n, j'ai un seul échantillon. Donc, j'aurai un seul A Dirac de n-k. Le A va valoir combien? Quelle est l'amplitude de cet échantillon-là? C'est 3. Ça veut dire que mon A va valoir quoi? Mon A va valoir tout simplement 3. Maintenant, en quelle position se retrouve cet échantillon-là? Cet échantillon se retrouve en position n égale à 2. Donc, mon K vaut 2. Donc, x de n sera modélisé par le modèle suivant, à savoir quoi? 3 Dirac de n moins k. Maintenant, lorsque nous avons plusieurs échantillons, je le disais en parabole tout à l'heure, eh bien, le x de n qui est l'expression à modéliser sera tout simplement une sommation de Dirac amplifié de a retardé de k. Un exemple vaut mieux que 10 000 discours. Passons donc à un exemple où nous avons donc deux échantillons. Le premier échantillon a pour amplitude 1,5, le deuxième échantillon a pour amplitude 3. Quand je vais vouloir modéliser le premier échantillon, ça veut dire que le A sera égal à 1,5 et le K sera égal à 1. Cela veut dire que ce premier échantillon, ça fait 1,5 Dirac de n-1, plus maintenant quoi? Plus 3 Dirac de n-2. Donc voilà un peu le modèle. Donc 1,5 Dirac de n-1, c'est celui-ci. 3 Dirac de n-2, c'est celui-là. Et tout simplement, on a fini de modéliser x de n. Si on avait un troisième échantillon, on va encore ajouter un nouveau Dirac, amplifié de A, retardé de K. J'espère que ça, c'est bien sûr. Et nous allons passer à présent à quoi? Nous allons passer à la représentation de n'importe quel signal en fonction de l'échelon unité. Comme tout à l'heure, nous allons rappeler le modèle de l'échelon unité. Alors, qu'ils vous souviennent, U de n, qui est l'échelon unité, vaut 1 pour n supérieur ou égal à 0, et ça vaut 0 partout ailleurs. Voici sa représentation graphique, et je pense que nous la connaissons tous, autant que nous sommes. Alors, faisons bien attention, parce que la confusion est vite arrivée. Ce modèle-là n'est pas le même que tout à l'heure. Vous constatez que le Dirac a été changé par un. Mais qu'est-ce que cela change dans la modélisation? Au lieu de représenter chaque échantillon désormais par un A Dirac de n-k,
Nous allons représenter chaque échantillon différent de son précédent par un A U de N-K. Donc, je regarde la représentation graphique, par exemple, de mon signal. Si j'ai un échantillon qui est différent de la valeur de l'échantillon précédent, je crée un échelon. Un échelon dont le A vaut quoi? La différence d'amplitude entre l'échantillon courant qu'on essaie de modéliser et l'échantillon précédent. Et le cas, c'est où? C'est la position se retrouve cet échantillon-là qui est différent de son précédent. C'est aussi simple que ça. Donc, si j'ai deux échantillons consécutifs ayant la même amplitude, eh bien, la deuxième ne sera pas modélisée par un U de N ou un A U de N-K. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce second n'est pas différent en amplitude de quoi? De l'échantillon qui le précède. On va voir tout ça en exemple tout à l'heure. Mais avant, disons-nous quelque chose qui est très important que j'ai déjà dit tout à l'heure. Contrairement au Dirac, où à chaque impulsion, à chaque échantillon, on crée un Dirac, ici, on créera un échelon si et seulement si l'échantillon courant a une amplitude différente de l'échantillon qui le précède. Alors, prenons encore l'exemple de tout à l'heure. Mais maintenant, on veut représenter ça avec des A ou de N-K. Alors, observons bien ce signal. Je sais que quand je ne représente pas des échantillons, je suppose que la valeur de ces échantillons vaut 0. Donc, le premier échantillon dont la valeur diffère de l'échantillon précédent, c'est en 2, puisque partout ailleurs on avait 0, 0, 0, et en 2, j'ai 3 qui est différent du 0 qui est là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est la différence d'amplitude entre cet échantillon et celui-là? Ça fait 3 moins 0, donc le A vaut 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? En quelle position est cet échantillon qui est différent de son précédent? C'est en 2, donc K vaut 2. Donc, modéliser cet échantillon-là, ça me fait donc quoi? 3U de N moins 2. Tout ce que je viens de dire est modélisé ici. Et en somme, nous avons donc quoi? Cette partie-là qui sera modélisée par quoi? 3U de N moins 2. Mais ce n'est pas fini comme c'était le cas au niveau du Dirac. Regardez bien en 3. La valeur de l'échantillon revient à 0. Ce 0 est différent du précédent qui valait 3. Donc, on va créer encore un échelon. Un échelon dont l'amplitude A sera égale à quoi? 0 moins 3, ce qui vaut moins 3. Et quoi? Quelle est la position de cet échantillon-là? C'est en 3. Donc, K sera égal à 3. Donc, pour le modéliser ici, ça va donc faire quoi? Moins 3 U de N moins 3, ce qui est modélisé quelque part par ici. Et remarquez qu'en 4, ça vaut 0. Donc, lui, il est identique au précédent. En 5, ça vaut 0, identique au précédent. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser un autre échelon puisque nous ne changeons plus de valeur d'un échantillon à l'autre. Donc, en gros, ce x de n est modélisé par cette expression-là. X de n est égal à 3, u de n moins 2, moins 3, u de n moins 3. Donc, comme tout à l'heure, je le disais tantôt, notre x de n sera une sommation des a u de n moins 4. Prenons le deuxième exemple de tout à l'heure, où on va analyser un peu ce que nous devons faire. J'observe, voilà le premier échantillon différent de 0. Donc, on se met là. Le A va faire quoi? Les 1,5 moins le 0 qui est précédent, ce qui fait 1,5 U de N moins 1. C'est ça qui est quelque part par ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe à 2 et on constate que l'amplitude varie par rapport au précédent. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer encore un échelon dont l'amplitude va faire quoi? Le courant moins le précédent. Ça me fait donc quoi? 3 moins 1,5, ce qui me fait 1,5 qui est là, multiplié par U de N moins 2, puisque nous sommes en 2. Je passe au 3, dont l'amplitude vaut 0. Alors, je dis quoi? 0 différent de 3. Ça me fait donc 0 moins 3, ce qui me fait moins 3, comme le A. E de n moins 3, c'est ça qui est tranquillement là. Et j'ai petit à petit comme ça le modèle de mon x de n en fonction de quoi? En fonction de U de n. Et on n'a plus de problème puisque tous les autres échantillons auront exactement la même amplitude. Donc, voilà un peu. Ici, vous avez une évaluation formative. Vous allez essayer de la faire sur papier, la scanner et la poster dans le Google Form qui accompagne justement cette séquence vidéo. N'oubliez pas, ça nous fait combien de signaux? 6 signaux. Et donc, vous aurez écrit 12 modèles. Par signal, ça nous fera 2 modèles. Un premier modèle en fonction, il y a une petite erreur, ce n'est pas 4 signaux, c'est plutôt 6 signaux. Donc, par signal, vous allez sortir 2 modèles. Le modèle basé sur l'échelon et le modèle basé sur le Dirac. N'hésitez pas à reprendre autant que possible cette vidéo parce qu'on a vite fait de confondre la manière dont on modélise un signal avec Dirac
avec la manière dont on modélise un signal avec échelon. Pour rappel, lorsque je suis avec le Dirac, autant d'échantillons j'ai, autant d'échelons je crée. Autant de Dirac je crée, pardon. Autant de Dirac amplifié de A, retardé de K. Mais avec l'échelon, c'est lorsqu'il y a une différence d'amplitude entre l'échantillon courant et l'échantillon précédent que je crée un échelon. Un échelon dont l'amplitude sera quoi? Sera simplement la différence d'amplitude entre l'échantillon courant et l'échantillon précédent. Et le cas sera quoi? La position où je me retrouve au niveau de l'échantillon courant. Donc, mes chers amis, nous sommes à la fin de cette séquence. Je vous invite à revisionner autant de fois que nécessaire, tout simplement, cette séquence vidéo pour bien prendre la teneur de cette représentation et faire correctement la différence entre la représentation en se basant sur le Dirac et la représentation en se basant sur l'échelon. À bientôt!